Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je vais m'asseoir également. Sujet majeur de la sécurité, sujet un peu tabou, parfois traité de manière un petit peu populiste, puisque finalement la sécurité c'est beaucoup de choses. La sécurité c'est quand je suis chez moi, d'être en insécurité, le risque de chuter. C'est quand je quitte mon domicile, me retrouver dans un environnement où je vais trouver différents éléments qui vont soit me faire peur, soit concrètement se traduire pour le coup par un risque. C'est également finalement tout ce qu'on peut recevoir, que ce soit des emails, que ce soit des coups de téléphone, que ce soit des sollicitations, etc. Et on va traiter en fait sur cette question de la sécurité, finalement de tout ça, et en se disant, finalement on va essayer de faire un petit peu le tri. Qu'est-ce qui relève de la peur et qui n'a pas forcément justement raison d'être? Il faut peut-être prendre du recul sur un certain nombre de choses, mais qu'est-ce qui est réellement, effectivement, des situations concrètes, des situations dans lesquelles on peut se retrouver en risque, en difficulté, et surtout quels sont, puisque c'est le thème de ce défi autonomie, quels sont les outils, justement, qui sont à notre disposition, et c'est pour ça que nous avons notamment le Centre contre les manipulations mentales. Ils vous expliqueront un petit peu ce qu'ils font. Solène Brugère, c'est bien, je prononce bien, avocate au barreau de Paris, et puis vous tous en tant qu'intervenants. Et on terminera, je pense, Alain, si Alain est d'accord, cette table ronde, justement, sur aussi se questionner. On aura vu des cas un petit peu pratiques, concrets, et j'espère qu'ils vous donneront des éléments pour justement prendre les bons choix quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes en insécurité. Mais l'idée, ce sera aussi, dans un second temps sur cette table ronde, peut-être de se positionner comment les organismes comme le vôtre, comme d'autres organismes de prévoyance ou de retraite, peuvent aussi accompagner leurs bénéficiaires en termes de conseils, en termes de soutien sur ces différents aspects. Alors, je vais commencer un petit peu ce débat, peut-être avec Solène, ou Maître. On se connaît avec Solène, donc je me permets de vous appeler Solène, mais je voudrais vous dire Maître. Justement, par rapport... quelles sont un petit peu les situations de risque, si on devait traiter un petit peu dans lesquelles, justement, les seniors sont plutôt vulnérables, d'après les différents chiffres qu'on a pu constater. Quels sont les principaux risques auxquels ils sont confrontés? Bonjour et merci de votre invitation qui m'a beaucoup touchée. Effectivement, c'est un énorme sujet. Alors les seniors, il n'y a pas vraiment de définition, mais on sait globalement que c'est des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont à la retraite. Et le Code pénal définit la vulnérabilité comme je vais prendre la définition, un état de fait qui est lié à la maladie, à l'âge, à un état de grossesse, à un handicap, comme une déficience, etc. Donc dans le code pénal, c'est défini dans ce sens-là. Mais en fait, l'idée, c'est que la vulnérabilité est liée à un état de fragilité qui peut être interne, lié effectivement à une maladie ou une situation personnelle, mais qui va être accrue en fonction de l'environnement. Et ce qu'on constate, c'est que les seniors sont une cible privilégiée des nouvelles formes de délinquance organisée, parce que c'est une cible... Tout le monde n'est pas fragile, hein, bien sûr, mais potentiellement, en raison de certaines situations, et notamment liées à, par exemple, une situation d'isolement familial, individuel, une personne va pouvoir être plus fragile à un instant T que par le passé, plus influençable et par là même être une victime parfaite pour pouvoir soit répondre à des mails qui sont en fait des fraudes pour essayer de voler les données personnelles, pour ensuite faire une usurpation d'identité, prendre les numéros de compte bancaires pour ensuite créer du vol. Et ça, c'est vrai qu'il y a une recrudescence, un développement assez fort de cette nouvelle forme de délinquance qui ne cesse forcément d'augmenter avec le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre en situation de handicap. Donc c'est vrai que c'est un point de vigilance très important. Alors, je vais me tourner vers Nicole Peslon. Justement, est-ce qu'il y a
une particularité par rapport aux seniors. Je vais vous passer mon micro. Non, bouge pas. Je vais reprendre un autre. Allez-y. Oh, une particularité, vous parliez souvent, enfin parfois on parle de spécificité. Je ne suis pas très sûre qu'il y ait une spécificité des risques. Il y a bien sûr la vulnérabilité que vous venez d'évoquer, mais une spécificité non, parce que nous sommes, enfin les seniors, mais je me mets dedans puisque je suis dedans, les seniors ne sont pas, comment dire, il n'y a pas des risques spécifiques au sens où ils sont la cible de tel ou tel malfaiteur, ou de tel ou tel escroc, ou de telle ou telle personne malveillante. Par contre, il y a des circonstances et des circonstances de vie ou de physique, comme vous venez de le dire, qui peuvent rendre certains seniors plus vulnérables. Donc nous, par exemple, on n'a pas du tout de statistiques, enfin au niveau d'une police municipale, puisque nous, on a plutôt la responsabilité des polices municipales, on n'a pas de statistiques faites par âge, par exemple. On ne constate pas, je dirais, une recrudescence de tel ou tel. Par contre, la vulnérabilité peut être plus grande, donc de ce fait-là, ça vous rend cible de certains risques plus grands. Parce que comme l'âge avance, eh bien, vous manquez peut-être de réactivité physique. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez être la cible d'une agression plus facilement. Pour un jeune voleur, pour voler des colliers, on sait bien que c'est souvent le mal, et toutes les personnes qui sont ici ou parfois qui en ont été victimes, on vous arrachera un collier beaucoup plus facilement parce qu'on sait que vous ne pourrez pas réagir aussi vite que, par exemple, un plus jeune qui pourra courir après le malfaiteur. Mais c'est aussi cet isolement, ou tout du moins le fait d'être seul au domicile, fait que les malfaiteurs, vous l'avez évoqué, vont se sentir un peu plus sûrs d'eux-mêmes, parce que, sachant que vous êtes seul, d'abord ils sont sûrs de vous trouver à votre domicile, donc ils n'ont pas besoin de procéder par effraction, déjà, et ils savent aussi que personne ne devrait arriver de manière intempestive, donc ça vous fragilise. Cela fait que vous êtes un peu plus vulnérable. C'est la même chose par rapport à la méfiance que vous pouvez avoir. On peut, à partir d'un certain âge, être moins, moins vigilant, l'esprit est moins vif, donc ça fait baisser les défenses parfois. Et de ce fait-là, vous êtes la cible, que ce soit par Internet, par les téléphones portables, mais aussi parce que vous allez être démarché à votre domicile par quelques personnes malveillantes qui vont se faire passer pour un service public, mais on y reviendra sur les aspects pratiques. Voilà. Tout à fait. On va traiter en fait de ces différents sujets et vous allez voir qu'ils sont nombreux par rapport à l'insécurité. Je vais peut-être laisser la parole à Virginie Sivagen, si je prononce bien, parce que j'ai des fois du mal avec les noms. Qu'est-ce que c'est que la DAC ? Alors bonjour, la DAC est une association stéphanoise de 36 ans d'âge aujourd'hui. ADAC, c'est accompagner, dynamiser, créer, agir le social autrement. Donc c'est vraiment travailler au cœur des réalités des personnes âgées, des seniors, des aidants, de l'entourage familial. C'est de l'accompagnement social au quotidien. Autour de toutes les démarches administratives à réaliser, autour du point budgétaire à réaliser, autour d'un changement de situation, comment on envisage ce changement de situation et quel impact il a dans notre vie quotidienne. Un déménagement, comment organiser un déménagement. Donc concrètement, ça va être balayer l'ensemble des champs de la vie quotidienne, dans les espaces-temps des personnes aussi. Donc nous employons des conseillères en économie sociale familiale qui interviennent au domicile ou en prestation de services auprès des commanditaires qui font appel à nous par rapport à de la prévention auprès des personnes âgées et de leur entourage, mais également dans des aspects curatifs, clairement, quand le problème se pose, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les questions à se poser? Vers quels interlocuteurs se tourner? Qu'est-ce que l'on peut concrètement mettre en place? Et donc vous les accompagnez en prévention aussi par rapport à la sécurité, en fait, au quotidien, peut-être prendre des bons gestes. Alors par rapport à la sécurité, je ne vous cache pas que j'ai été interpellée lorsque j'ai été invitée sur cette table ronde. La sécurité, on peut l'entendre de façon très pratico-pratique, mais la sécurité, elle est multiforme. Et nous, au niveau de la DAC, la sécurité, c'est surtout assurer en fait les ressources individuelles des personnes. Et quand on parle de ressources individuelles, on ne parle pas de ressources financières.
on parle bien d'assurer de permettre aux personnes d'être dans le bien-être, de conserver leur confiance en elles et de conserver la confiance en les autres. C'est ce que vous nous disiez, Madame l'adjointe au maire, c'est-à-dire qu'en fait, sur le principe, les seniors, ce qui fait que les seniors sont plus victimes que d'autres, c'est pas le fait qu'elles soient forcément seniors, mais c'est le fait d'avoir justement ces différents niveaux de fragilité, à un moment peut-être une perte de confiance, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'agisme ou des choses de ce type-là, et quelque part, on reçoit par exemple, j'ai un exemple peut-être, mais on laissera la parole après à Solène pour réagir par rapport à ça, mais on reçoit par rapport à un email, on a peut-être honte d'en parler à ses enfants, et donc quelque part, on se dit, finalement, je me laisse... moi, je vais vous raconter une petite anecdote, et peut-être, et je pense que Solène pourra réagir par rapport à ça. Moi, mon père, il vit en résidence, je ne vous dirai pas où, c'est pas à Saint-Étienne, donc on peut en parler ici. Et en fait, il me dit, je vais avoir un ophtalmo qui va passer. Alors je me dis, bon, dans une résidence de service, un ophtalmo, c'est une bonne chose, etc. Bon, pourquoi pas, etc. Et puis je reviens le voir quelques jours après, et puis il me dit, ça y est, j'ai commandé ma paire de lunettes. Je lui dis, mais un ophtalmo, il ne va pas te vendre une paire de lunettes. Ah mais si, il m'a fait l'examen de la vue, il m'a dit oui, mais je lui ai dit mais tu as des spécificités en termes de vue, enfin je veux dire c'est pas comme ça en lisant 3 lettres, etc. Et en fait j'ai compris qu'en fait la résidence faisait venir un opticien qui vend des lunettes dans ses valises, et en fait le principe c'était de vendre des lunettes. Donc ils font un pseudo examen de la vue, et on est dans une forme d'insécurité. D'une certaine manière. Et peut-être que Maître, si vous souhaitez réagir par rapport à ça, je crois que vous avez quand même pas mal de cas à ce niveau-là. Oui, alors là, vous touchez l'autre sujet pour moi, qui est d'avoir cette vision protectrice et respectueuse des droits et éthique, notamment pour les professionnels, en s'entourant, ou en tout cas en faisant attention, de travailler avec des professionnels qui partagent les mêmes valeurs et qui ont aussi une démarche de qualité, parce que là, on touche quelque part l'abus de vulnérabilité. Alors ce cas-là en particulier, c'est le Gérontopole d'ailleurs, Aquitaine, qui m'avait interrogé sur ce point, parce que la réglementation notamment n'autorise pas des personnes comme ça, des professionnels mobiles de venir. Le texte du Code de la santé publique l'interdit, mais il y a des expérimentations qui montrent que ça peut être utile, évidemment, mais il faut que ça soit encadré, très encadré. Pourquoi ? Parce que il y a aussi des cas de la personne se sentant vulnérable et isolée, et c'est vraiment il y a des facteurs aggravants, notamment la pauvreté, l'isolement aussi territorial. C'est pour ça que c'est très important ces réunions et de voir l'action d'un territoire pour agir, parce qu'une personne qui va être seule dans sa maison, effectivement, va peut-être, parce qu'elle se sent seule, parfois va conclure ces fameux contrats. Alors c'est les histoires de marchands de tapis, ou de marchands de vin, où c'est des cas concrets. La personne ne boit pas de vin et elle achète 14 bouteilles ou caisses de vin pour potentiellement ses neveux qu'elle ne verra jamais, et elle ressort avec une note de 3 000 €. C'est vraiment... Et parce que à ce moment-là, il va y avoir un lien, une sorte de séduction, manipulation, qui fait que la personne va se sentir quelque part un peu valorisée et va répondre à une tentation. Voilà. Et là, j'ai un autre cas aussi, j'en ai plein en ce moment, mais une personne veuve de 80 ans qui vient de perdre son mari qui était atteint d'Alzheimer, puis qui s'est occupé toute sa vie de sa fille handicapée. Là, enfin, quelque part, elle trouve une certaine libération, mais elle achète tous les jours, fait je ne sais pas combien de cartes bancaires par jour, et elle répond à toutes les sollicitations, peut-être par ennui, peut-être par compensation, et elle est en train de tomber dans tous les pièges même de prêts à la consommation dont elle n'a absolument pas besoin, mais qui vont lui coûter des fortunes. Donc c'est vrai que cette vigilance-là est très importante. Ouais. Tout à fait. J'en ai d'autres aussi, pardon. En EHPAD aussi, j'ai toute une liste. On y verra peut-être un petit peu plus tard en EHPAD. Alain voulait réagir. Oui, non, juste une interrogation qu'on a, nous, sur l'évolution de la problématique de la sécurité dans la tête du senior. Pardon. Nous, on a une sorte de logique hors accident, je vais dire, qui serait d'abord la prévention. Dire, je vieillis, j'ai moins de réflexes, j'ai moins de choses, donc j'ai une première étape qui est la prévention. Et la prévention débouche progressivement sur la crainte, qui débouche elle-même sur la peur. On y ajoute un peu d'enfermement qui est lié à tout ça et qui évolue un peu différemment en fonction de chacun des acteurs. Mais au bout du bout, on arrive à une sorte de renforcement de l'isolement par la peur. Et la question qu'on pourrait vous poser à tous, là, c'est de dire, attendez là, cette peur,
par rapport au reste de la population, elle est crédible, dire pesable, mesurable, quantifiable, et puis susceptible d'être protégée. C'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire, est-ce que c'est une dérive du vieillissement qui fait que la peur augmente, ou est-ce qu'il y a une véritable réalité du risque pour les personnes âgées? Je pense que là-dessus, on va laisser la parole à Annie Guibert du Centre contre les manipulations mentales, parce que finalement, le niveau supérieur, là on a évoqué, alors ça s'est bien terminé pour les lunettes, hein, je vous rassure, mais parce qu'on a pu l'annuler, mais au-delà, justement, quand on a préparé les choses avec Annie, au-delà, à un moment, quand vous avez, c'est un petit peu comme une maladie, en fait, vous savez, on peut être plus ou moins vulnérable à des maladies. Les maladies, elles sont tout autour de nous. Les microbes, là, il y en a des millions autour de nous. Et en fait, dès le moment où vous avez une brèche, en fait, le microbe, il va rentrer. Et plus la brèche est importante, et c'est comme ça que fonctionne, en fait, la manipulation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, le stade supérieur de tout ça, c'est la manipulation mentale, qui peut toucher à tous les âges, hein. Donc, c'est pas une question de senior, etc. Mais il arrive un moment où, justement, par cette fragilité, des personnes vont rentrer dans cette faille. Mais je vais laisser Annie, justement, réagir par rapport à ça. Je voudrais dire que nous sommes... Bien devant le micro, par contre, comme une glace. Oui, comme une glace. Je voudrais dire que nous sommes tous plus ou moins dans l'insécurité. Nous vivons à l'heure actuelle une époque de confusion complètement généralisée. Nous subissons des charges continues d'influx d'informations qui sont souvent contradictoires. La pandémie a amplifié tout cela. Et il en ressort une sorte de morosité, une perte de confiance, une morosité générale. Donc, nous sommes tous en puissance d'être abusés, d'être victimes d'un arnaqueur. Il est évident que... Il est évident que le risque est beaucoup plus grand pour les personnes, les seniors, puisque si elles sont seules, si elles sont en isolement, si elles ont perdu un ami, un proche, donc il y a l'isolement qui pèse et si elles ressentent des pathologies diverses, elles sont beaucoup plus vulnérables encore que chacun d'entre nous. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas, pour en revenir à ce que vous disiez, madame, les statistiques, que nous ne faisons pas de statistiques qui permettent de dire, sur l'ensemble de la population et des dérives d'emprise et des dérives sectaires, il y a tant de pourcentage pour les personnes âgées. Non, c'est pas tout à fait comme ça. On sait très bien que l'emprise, les dérives, c'est 40% dans le domaine de la santé. Et toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges sont concernés. Donc on peut se retrouver, finalement comme les microbes qu'on évoquait tout à l'heure, à un moment on a cette brèche et on peut se retrouver... le fait d'être en situation difficile pour une personne âgée, etc., ça peut accentuer le processus. Est-ce qu'Annie, vous pouvez nous présenter un petit peu le Centre contre les manipulations mentales? Alors le Centre contre les manipulations mentales, Centre Roger Icor, a été créé, comme son nom l'indique, par Roger Icor en 1981. Donc nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire, y compris Outre-mer, plus ou moins bien répartis d'ailleurs. Et nous, notre fonds de commerce, c'est l'aide aux victimes, le soutien psychologique, le soutien juridique, l'accompagnement dans les démarches. Et alors, c'est plutôt... Notre travail s'exerce beaucoup plus auprès des familles de victimes que des victimes elles-mêmes, parce que les victimes, pour venir nous voir, il faut qu'elles soient sorties de l'emprise. Donc ça, c'est un autre travail auquel nous collaborons bien évidemment.
Bon, notre philosophie, notre travail repose sur le respect des valeurs de la République, du respect des droits humains, de la Convention internationale des droits de l'enfant et surtout, plus particulièrement, sur le principe de laïcité. Voilà. Merci Annie. Peut-être Solène, au niveau en tant qu'avocate et par rapport à votre fonction donc en tant que le cabinet Biéthique, est-ce que justement sur la manipulation mentale, puisqu'il arrive à un moment où on n'est pas dans un simple vol ou dans un simple usurpation, etc., c'est-à-dire qu'à un moment on va être vraiment on peut aller justement dans le stade qu'on évoquait avec Annie, est-ce que vous avez des cas concrets et des conseils juridiques à donner par rapport à ça ? Vaste question, mais c'est un énorme sujet. Justement, je suis en train de réfléchir avec une consoeur qui s'intéresse beaucoup à la psychologie pour comprendre les profils des victimes de violences, parfois c'est des personnes qui ont des vulnérabilités, des blessures et qui vont quelque part être un peu attirées par des profils ou plus sensibles justement à une manipulation, alors qu'une autre personne à côté ne fera très attention et sera plus aiguisée. Qu'est-ce qui explique ça? Souvent c'est les mêmes profils en fait, ou même qui tombent dans les violences physiques, conjugales, etc. Mais moi ce que j'ai pu voir aussi, là, un cas dans un EHPAD où c'est une personne qui est brouillée avec toute sa famille, et elle a donné au fur et à mesure par chèque plus de 20 000 € à une assistante sociale qui s'était pris d'amitié. Alors il y a des personnes formidables, mais il y a toujours dans des personnes fragiles des loups noirs qui vont aller là où il y a des personnes fragiles et qui vont attendre le bon moment pour attaquer. Moi je l'ai vu même sur ma propre grand-mère, je crois, une personne qui a attendu qu'elle commence à perdre la tête pour aller lui piquer ses bijoux, alors qu'avant... donc, il faut faire attention à ça, avoir un contrôle et un œil aiguisé. Et c'est vrai que cette idée de protection, de prévention est très très importante. D'entourer les personnes, voilà, il ne faut pas avoir de suspicion à l'égard de tout le monde, il faut juste avoir cette conscience qu'il y a peut-être 97% des personnes formidables et 3% qui vont essayer de profiter d'une situation pour, financièrement ou autre. On l'a vu, c'est les grands scandales d'abus de faiblesse, notamment pendant la succession. Et parfois, ça vient de la propre famille. Et je crois, c'est des sujets tabous. Mais enfin, l'oncle parfait, sympa, qui est très sympa, et puis finalement, on se rend compte qu'il dépouille la grand-mère dans le dos de tous les frères et sœurs depuis des années, à coût de 50 € par-ci, par-là. C'est des sujets qui sont compliqués. Donc là, juridiquement, je pense que c'est important de s'intéresser à tout ce qui va être personne de confiance, mandat de protection future, tous ces nouveaux outils juridiques qui existent déjà, qui sont parfois mal connus. Et puis voilà, aller voir des organismes comme ça qui peuvent conseiller, c'est très bien. Voilà. On reviendra sur les conseils pratiques par rapport à ça, mais il y a un intervenant à qui j'ai pas donné la parole, et ça sonne plutôt avec les termes que vous avez évoqués, Solène, puisque vous avez Compagnie française de défense et de protection. Donc là, je me dis, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez même si je connais bien sûr votre structure, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, ce qui me semble intéressant, au-delà de notre propre compagnie, dont je vais dire quelques mots, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de faire connaître l'assurance de protection juridique. Donc CFDP, ça veut dire Compagnie française de défense et de protection. Et notre métier consiste à accompagner nos assurés vers le droit et la justice. Alors, en gros, la protection juridique, c'est 3 métiers. C'est délivrer de l'information juridique, accompagner nos assurés quand ils rencontrent un contentieux, et financer des frais de justice. Financer quels frais de justice? Ce sont des frais d'avocat, ce sont des frais d'expertise, des frais de médiation, le cas échéant, enfin tous les frais qui peuvent être mobilisés à l'occasion d'une action contentieuse. Donc je dirais que mon propos sera un petit peu plus large que la seule question des droits de la personne âgée, même si on y reviendra tout à l'heure, c'est le sujet, mais je pense que c'est extrêmement important de faire connaître cette activité qui n'est pas toujours très bien connue. Quand on dit avocat, il n'y a pas besoin de parler de la profession d'avocat. On sait tout de suite de quoi il retourne. La protection juridique, c'est un petit peu moins connu, alors qu'on est véritablement on est inscrit, à notre sens, dans le dispositif de prévention, d'anticipation des risques juridiques et de financement des actions contentieuses quand il s'agit de les financer. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est intéressant là aussi d'avoir un ordre d'idée de ce que représente la protection juridique en France. C'est à peu près 1,7 milliard € de primes
Ça couvre 2 millions, on délivre à peu près 2 millions d'informations juridiques, je parle de toutes les compagnies de protection juridique confondues, 2 millions d'informations juridiques chaque année, et on gère à peu près 600 000 dossiers à l'amiable et au contentieux. Donc c'est vous dire un petit peu, quand on confronte ça à la masse des décisions de justice qui sont rendues chaque année, ce qui représente à peu près 2,5 millions de décisions de justice en matière civile et commerciale, un peu moins d'1 million en matière pénale, peut-être un peu moins de 300 000 en matière de justice administrative, ça vous dit quelque chose aussi de la part que l'on prend dans la gestion du contentieux, sachant qu'on résout à l'amiable à peu près 70 à 75% des dossiers. Ce qui veut dire que notre job, c'est d'essayer de trouver des solutions rapides, efficaces, amiables pour nos assurés au sens large. On assure des professionnels, on assure des gens de l'immobilier et on assure des particuliers. Voilà en gros ce que c'est que la protection juridique. Merci. Je voyais Maître qui souhaitait réagir. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que, d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui. C'est une grande mobilisation nationale de l'ensemble de la famille judiciaire pour dénoncer le désastre, j'ose le dire, judiciaire en France, qui épuise les professionnels, les magistrats, les greffiers, les avocats, les justiciables qui sont stressés pendant des années de voir leurs contentieux qui ne sont pas gérés. Et donc, je le lis évidemment avec solidarité avec tout l'ensemble de cette famille judiciaire. Surtout que ce n'est pas une bonne réponse, le judiciaire. Le judiciaire, c'est quand il n'y a pas eu de communication, quand il y a eu des fautes, mais c'est quand c'est finalement le constat d'un échec. Et ce qui est beaucoup plus favorable, c'est solliciter ou favoriser des solutions quand il y a un litige, de résolution amiable des litiges à travers la médiation, des négociations raisonnées où les personnes vont pouvoir s'exprimer. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un stand d'ailleurs pour la médiation et ça c'est vraiment très intéressant. On libère la parole, on comprend la source de l'origine et déjà ça apaise les personnes. Le système judiciaire n'est pas une bonne chose. Ensuite, pour revenir au côté prévention, je le partage totalement. C'est vrai que quand on dit avocat, on voit tout de suite le contentieux pénal, à la limite, la vision qu'on a dans les médias. Il faut savoir que la profession aujourd'hui, et notamment à Paris, on fait 60% de conseils et 40% seulement de contentieux. Moi, j'ai fait énormément de contentieux, j'en ai toujours, mais maintenant, je préfère la prévention en amont, justement, pour éviter les risques en précaution. Et c'est là où on peut anticiper des litiges. Et même dans la gestion des litiges, je pense qu'une appréhension éthique est intéressante. Là, je peux le dire, un cas pratique qui devait se plaider aujourd'hui. Alors, le senior, il est senior parce qu'il a 60 ans, mais c'est un coach, d'ailleurs, que j'ai rencontré dans un EHPAD absolument génial. Il a un litige avec sa caisse de retraite qui a prélevé indûment des sommes. Et au lieu que ça se résolve de manière amiable et intelligente, on est devant le tribunal de Créteil. Lui est extrêmement stressé, il ne comprend pas. Enfin bref, quel dommage pour qu'une personne qui a cotisé toute sa vie auprès d'un organisme qui est censé le protéger, qu'à un moment où il y a un litige, là, il n'y a plus de cette entente-là. Et je pense qu'il y a un grand sujet aussi de développer des solutions comme ça, plutôt bienveillantes, jusqu'au bout du litige. Voilà, l'éthique jusqu'au bout, depuis le début jusqu'à la fin. Ça évite même des risques médicaux, parce que ça déstresse les gens. Donc ça, la sécurité, c'est aussi la sécurité juridique qu'on peut anticiper. Tout à fait. Alain souhaitait réagir, et après je laisserai... Juste, parce qu'on bascule là sur un côté qui nous paraît à Senior Autonomie important, c'est celui de cette prévention, c'est-à-dire comment anticiper le risque. Alors, le risque judiciaire ou juridique, vous l'appréciez comme il se doit. Le conflit, un bon règlement vaut mieux qu'un conflit. Mais moi, je voudrais qu'on se positionne un peu en avant. Comment nous, tous les acteurs qui sont là, sommes-nous justement des acteurs pertinents sur l'alerte, les petites lumières qui éclairent la tête de l'aidant, de l'aidé, de l'accompagnant, du secteur médico-social qui prend en charge nos seniors, dans une logique de prévention de ce qu'est la fragilité progressive des seniors et de leur protection par rapport aux risques qu'ils prennent. Je reviens à ma première intervention en disant, la question c'est justement de les maintenir. Alors, on ne les sortira pas de l'appréhension, on ne se fait pas d'illusions les uns les autres, mais comment les sortir de la peur d'un risque exagéré qui conduit à l'enfermement et dans lequel nous, on a quand même un rôle à jouer pour les maintenir dans une zone de confort, entre guillemets, qui leur permet, entre guillemets aussi, de vivre normalement.
Allez, vous avez... Non, mais par rapport à ce que tu viens de dire, je crois que c'est important. La prévention, c'est aussi beaucoup, me semble-t-il, de l'information. Déjà, quand vous parlez du problème, quand vous évoquez le problème, quand vous échangez, vous ne résolvez pas obligatoirement la difficulté, mais vous en prenez plus conscience, vous la verbalisez, et à partir de ce moment-là, déjà, la peur n'est plus la même. Enfin, en tout cas, nous, on s'en rend souvent compte. Il faut que les personnes expriment leurs difficultés. Et de ce fait-là, ça ne règle pas, mais ça aide beaucoup. Je crois qu'il faut surtout informer, conseiller et former aussi. Et là, que ce soit les caisses de retraite, que ce soit les associations de seniors, mais je sais que nous-mêmes, souvent, les mairies, au sein de certains établissements, moi je sais que ma collègue qui s'occupe des retraités m'a sollicité et nous avons des policiers municipaux qui sont allés à la rencontre de quelques personnes âgées pour leur expliquer quelles étaient les choses ou les attitudes à ne pas avoir, le réflexe à avoir pour justement se prémunir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une bonne information, vous pouvez appréhender le risque. Et je ne joue pas sur les mots par rapport à l'appréhension et à la peur, mais l'essentiel, c'est de bien appréhender le risque, de bien le mesurer. Et à partir du moment où il est mesuré, la peur n'est plus la même, parce que la peur, elle est généralement sclérosante. Quand on a peur, on perd ses moyens. Enfin, même quand on est plus jeune, on perd ses moyens. Donc, quand vous avez un âge qui avance et que vous avez ce sentiment de fragilité et de vulnérabilité, vous perdez complètement pied. Et à partir du moment où vous connaissez un peu mieux les choses, quand on vous a accompagné, informé, vous avez peut-être une appréhension, mais vous n'avez pas de peur. Et quand on a une appréhension, je dirais que parfois ça peut être positif. Parce que si vous appréhendez, vous êtes un peu plus attentif, vous êtes un peu plus conscient de la difficulté. Et donc, de ce fait-là, ça va toujours, me semble-t-il, ça aide. Et là, on compte beaucoup sur les partenaires comme vous, mais aussi sur ceux et celles que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent de passer le relais, de passer ces informations. Alors, il peut y avoir aussi le système écrit, des conférences, comme vous le faites aujourd'hui, mais l'information et se parler. Parce que nous sommes dans une société où, en fait, on fonctionne beaucoup par finalement l'écrit, mais un écrit qui est, ou le SMS ou tout ce qu'on veut, et il n'y a pas d'échange. Je crois que ça déjà, si on fait un peu d'échange, ça va déjà mieux. J'en suis, moi, en tout cas, persuadée. Je vais vous laisser la parole, Nicole, et ensuite je demanderai à Annie Guibert de réagir, mais d'abord, allez-y. Alors, je souhaitais réagir. Alors, je partage parfaitement, effectivement, l'échange, la discussion. Toujours est-il qu'il y a une nécessité de temps aussi. Quand nous intervenons auprès des personnes âgées, seniors, aidants et entourage familial, il y a besoin d'accorder un réel temps à la personne avec laquelle on est pour qu'il y ait justement cette relation de confiance qui s'établisse et qu'il y ait des éléments d'appréhension ou de peur qui puissent être dits à un moment donné. Ça ne se fera pas dans un espace-temps. Vous avez 40 minutes avec nous. Voilà. C'est vraiment une question de temps qui est accordé à l'autre et à la parole de l'autre. Informer, c'est bien, mais il faut qu'on puisse informer sur des éléments objectifs, sur des éléments dont la personne a réellement besoin. Et pour identifier cela, il y a besoin de ce temps que nous, on va appeler un diagnostic social, mais c'est vrai que c'est un mot très technique, mais dans cette technicité, il y a tout un savoir-être et un savoir-faire. Vous parliez de formation, mais la formation, en tout cas en travail social, elle y est. Aujourd'hui, c'est plus des besoins de temporalité dont on a besoin sur les terrains et en approche auprès des publics. Tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord, effectivement, pour tous ces éléments, je dirais, d'insécurité. Le levier qui, à un moment, est la manipulation mentale. C'est pour ça que je vais redonner la parole à Annie, qui va peut-être... Je ne sais pas si Annie peut nous exposer les différentes
différents niveaux il me semble que vous avez ces différents éléments en termes de manipulation mentale, en fait. Quelles sont les situations dans lesquelles on peut se retrouver en termes de manipulation mentale, pour voir finalement que ça peut toucher à différents moments, parce que là, vous évoquiez tout à l'heure la protection juridique et tous ces éléments-là. Il arrive à un moment où des gens peuvent se retrouver en situation face à des choses, entre guillemets, qui sont pour l'instant, qu'il faut combattre, mais qui sont légales. Elles vont aller voir un praticien en prenant un rendez-vous chez Doctolib, et sauf que ce praticien est donc en confiance sur ce site de Doctolib, sauf que derrière, elle peut se retrouver face à des gens qui vont lui proposer un traitement qui ne va pas être un traitement médical et qui peuvent potentiellement l'entraîner dans d'autres choses. C'est un exemple parmi d'autres. Quelles sont ces grandes familles On va vous donner un micro, Annie. Et toujours bien face à vous. Bien proche, comme une glace. Bon, déjà, je pense que le problème essentiel pour la prévention, c'est de développer des plans d'information-formation, ce que vous disiez, madame, auprès de tous les acteurs concernés par, puisqu'on parle de personnes âgées, par les personnes âgées, mais ça concerne aussi tous les citoyens. Bon. Alors, il y a d'abord, il faut renforcer l'information citoyenne, c'est-à-dire auprès des seniors eux-mêmes. Le senior, c'est d'abord un citoyen, c'est une personne qui a eu une vie, un travail, des enfants. C'est pas quelqu'un qui est débilité parce qu'il est vieux. Donc, je crois que ça, c'est important. En plus, nous, on assiste à un plan, sur le plan de ce qu'on constate parmi les dérives sectaires que tous les jours on nous signale, l'emprise mentale et l'emprise sectaire, du manque de formation totale. Ça s'améliore, mais on dit qu'il faut porter plainte, les policiers, les gendarmes, tout ça, c'est pas forcément bon. La MIVILU, de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, fait son boulot. Nous aussi, on fait des formations, mais c'est trop peu. C'est comme pour la maltraitance faite aux femmes. Il fut un temps où on entrait dans un commissariat pour dire qu'on arrivait avec les marques des coups, et on pouvait attendre 2 heures avant que quelqu'un vous reçoive et rigole après de votre plainte. Donc là, les choses s'améliorent. Je pense qu'il y a des grands plans de... Alors, il y a des choses aussi qui existent sur le plan de... il y a quand même le Vademecum, il y a quand même les directives du comité stratégique de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Bon, mais on n'est pas suffisamment informés. Il y a vraiment des textes qui existent. Et ça, je crois qu'il faut populariser tant auprès des professionnels, des associations d'aide aux personnes âgées, des centres communaux d'action sociale, de toutes les personnes concernées. Il faut vraiment former, informer. Je reprends ce que disait madame. Alors, pour la personne âgée est beaucoup plus... il faut empêcher aussi, pour revenir sur l'exemple que donnait notre animateur, il faut empêcher certaines personnes de rentrer dans les EHPAD ou les hôpitaux. Il y a certainement des arnaques, voire il y a des mouvements religieux plus ou moins recommandés ou recommandables. Il y a des gens plus ou moins sérieux. Il y a aussi un tas de charlatans de la santé qui rentrent et qu'on laisse rentrer, parler aux malades, parce que les malades aussi sont vraiment en grande vulnérabilité, quel que soit leur âge. Donc il y a aussi des contrôles à faire, et il y a aussi... alors que c'est interdit, il faut faire respecter la loi. Et je pense que ça, il y a des textes qui existent et qui ne sont pas respectés. Mais une toute petite chose. Par rapport à ce que vous évoquez, c'est effectivement, dès qu'on est sur les dérives sectaires, ce sont des choses déjà beaucoup plus graves. Il y a un degré qui C'est bien pour ça que je vois plusieurs degrés. Tout à l'heure, vous évoquiez tout simplement
ce que j'appelle moi un abus de faiblesse. On sait que c'est beaucoup plus, à la limite, c'est presque plus courant, si vous me permettez, sans diminuer et sans relativiser les choses. Et il existe, et je crois que cette sécurité-là, moi je dis toujours, la sécurité, c'est l'affaire de tous et de chacun. Nous avons une responsabilité aussi par rapport à ceux qui habitent près de chez nous. Vous avez des amis, vous avez des voisins, vous avez de la famille. Si vous constatez, ne serait-ce qu'une tentation, comme Madame le disait, de voir dépenser à outrance ou de voir qu'il y a quelqu'un dans l'entourage, il y a aussi une institution qui est le département. J'ai aperçu Monsieur Duplain, je crois là-bas. Et donc à une époque, il connaissait bien ça. Il y a une cellule spécialisée pour signaler toutes les situations préoccupantes. Déjà, si vous signalez ça, tout simplement, en disant, vous savez, j'ai madame ou monsieur un tel qui est mon voisin, qui est un ami, ou même un membre de la famille, pour que justement quelqu'un d'extérieur puisse venir faire un diagnostic et trouver la faiblesse. Je crois que ce sont aussi des simples réflexes que nous devons tous avoir au quotidien. Je vois que Virginie... Et après, je laisse la parole à... J'avais voulu réserver un petit peu pour la fin, parce que j'allais vous poser qu'est-ce qu'on va faire maintenant, justement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les contrats et tout ça. Mais je vous laisse pas parler, Virginie, quelques instants. Du coup, je vous rejoignais. C'était ce que M. Poulet disait tout à l'heure. Finalement, une personne isolée, en rupture de lien social, familial chez elle, on fait comment pour la repérer ? Et pour repérer que peut-être elle a besoin d'informations, elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils, elle a besoin de soutien. Donc effectivement, c'est une responsabilité collective que d'aller identifier son voisin, mais c'est finalement aussi de notre responsabilité que de pouvoir identifier qui c'est qu'on interpelle. Donc vous avez parlé du département notamment, mais effectivement, qui on interpelle quand on repère que peut-être notre voisin est en souffrance, est isolé. Ouais, tout à fait. Si on se projette un petit peu... on voit donc que cet accompagnement juridique il existe. On voit aussi, on en parlait tout à l'heure avec Solène, qu'il existe pour des retraités qui n'auraient pas forcément beaucoup d'argent, il peut y avoir, qui n'ont pas ce type de contrat, il peut y avoir je crois que dans votre profession d'avocat, vous avez un certain nombre d'actions gratuites ou des choses, des aides juridictionnelles, des choses de ce type-là. Oui, alors on rejoint un peu l'aide à domicile, ça repose toujours souvent sur le bénévolat. D'ailleurs, beaucoup des femmes, il y a 51% d'écart de rémunération, parce qu'il y a souvent des personnes engagées qui vont... L'aide juridictionnelle, en vérité, ça ne couvre absolument pas les frais, et c'est même un peu scandaleux d'oser aussi peu indemniser une expertise, un travail. C'est encore autre chose. Mais en revanche, je crois beaucoup aux contrats de prévoyance qui peuvent être des vraies aides. Là, j'ai un cas, ça aurait été très utile pour le client que j'accompagne, parce que ça permet d'avoir un vrai accès aux droits et d'oser ne pas renoncer aux droits. Beaucoup de personnes renoncent à leurs droits parce que l'enjeu du litige peut-être est 300 €, 500 €, ou qu'ils ne savent pas, alors que là, c'est un vrai coup de pouce, un vrai soutien, et ça permet de se sentir protégé, sécurisé, et ça, c'est extrêmement important, même psychologiquement, pour la personne. On va faire réagir les CFDP, alors, parce que... Oui, c'est exactement ça. On s'assure bien évidemment pour son habitation, son automobile, pour sa santé, mais on ne pense pas toujours à s'assurer pour ses droits. Et le métier de l'assurance de protection juridique, c'est ça. C'est la prévention des risques juridiques. Donc ce qui compte, c'est, je pense, de savoir que ça existe et de pouvoir installer des repères. Parce que, me semble-t-il, quand on vieillit, peut-être que ce qui se passe, c'est... Pourtant que je puisse le constater autour de moi, une forme de perte de repère parfois, et il faut réinstaller un repère pour, pouvoir dérouler la pelote, avoir le bon numéro de téléphone, pour dire je peux appeler cette personne-là et elle va m'orienter. Et je pense que nous, on a travaillé depuis quelques années sur la protection juridique des aidants. On sait que parfois il y a des personnes qui sont très 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 seules, mais malgré tout, dans un certain nombre de cas, il y a, vous le savez mieux que moi, 11 millions d'aidants à peu près, quelque chose comme ça en France, me semble-t-il. Et donc ces gens-là, ils doivent aussi pouvoir savoir comment se défendre eux-mêmes, parce qu'en tant qu'aidants, ils peuvent être aussi appelés à se défendre, mais aussi ils peuvent
savoir eux-mêmes où chercher dans les affaires de l'aider pour trouver le contrat d'assurance de protection juridique qui va pouvoir être mobilisé au cas où les droits de la personne viendraient à devoir être défendus. Donc je pense que c'est vraiment ça qui... Voilà, moi, la sensibilisation que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous dire, mais les uns et les autres, quand vous avez besoin d'une information juridique ou de saisir une juridiction le cas échéant, ou d'être accompagné, commencez par regarder dans votre contrat d'assurance, habitation, automobile ou autre. Il est possible, et même c'est assez fréquent, que vous ayez une garantie d'assurance de protection juridique qui va non seulement vous accompagner, vous aider, vous donner de l'information, vous accompagner s'il y a un litige à gérer, mais aussi financer les frais d'accès à la justice, donc les frais des avocats. Nous, on finance, voilà, on va dire que les assureurs de protection juridique en France financent peut-être pas loin de 10% des honoraires d'avocats. Donc on peut être amené à financer, ce qui est déjà un soulagement pour la personne. Non seulement on l'aide en amont, mais on va la soulager aussi sur un plan pécuniaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment des choses à connaître. Si vous deviez retenir qu'une chose cet après-midi dans mon propos, ce serait ça. Regardez dans vos contrats d'assurance, faites-les examiner le cas échéant par les avocats qui vous accompagnent ou les professionnels qui vous accompagnent. Ils vont vous dire si vous avez une garantie, à hauteur de combien vous allez pouvoir être couvert devant telle ou telle juridiction, sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, le coût moyen, et là je parle toute compagnie confondue, le coût moyen d'un contrat d'assurance de protection juridique qui est relativement, enfin plutôt très couvrant, on va dire, coûte à peu près 80 € par an. Hein, donc voilà, c'est une somme qui n'est certes pas négligeable, mais qui vous permet d'accéder à de l'information juridique, à un accompagnement, une écoute, parce que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, mesdames. Ce qui compte, c'est vraiment d'écouter. Et nous, notre job, le job on est à peu près 230 dans la compagnie, il y a 150 juristes qui accueillent nos assurés. Moi, j'insiste toujours pour leur dire, mais prenez le temps au début du dossier, prenez le temps d'écouter la personne, qualifiez convenablement sa problématique, ne l'appréhendez pas que sous l'angle du droit, mais bien aussi sous l'angle du contexte. Quel est le contexte de cette personne ? Comment on va essayer de faire pour éviter de la conduire à la procédure contentieuse. Notre but, ce n'est pas d'éviter de payer des frais. Notre but, c'est de trouver une solution rapide pour notre assuré. Juste un chiffre encore pour terminer. 171 à 835. 171, c'est le nombre de jours qu'il nous faut pour résoudre à l'amiable un contentieux, en moyenne, sur les 7 dernières années de la compagnie. Donc ça représente quelques dizaines de milliers de dossiers, donc une stat qui commence à être consistante. 835, c'est le temps qu'il faut à nos dossiers quand ils deviennent contentieux pour être résolus. Donc, et malheureusement, malgré les moyens supérieurs qui commencent d'être alloués à la justice, hein, sous Macron, c'est à peu près plus 30%, plus 8% par an dédiés au budget de la justice. Donc ce ne sont pas des augmentations qui sont neutres, hein, il faut quand même l'admettre. Pour autant, on constate quand même, et le rapport des États généraux de la justice qui a été publié en mai dernier est très alertant de ce point de vue-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que ça pourrait être mon intérêt, ce sont les professionnels de la justice eux-mêmes qui le disent. On est face quand même à une problématique grave. Et j'étais au tribunal judiciaire d'Agen il y a 2 semaines, je parlais avec des juges, avec des avocats, je peux vous assurer que les juges, ils ne savent plus comment faire pour bien faire leur travail. Parce que les conclusions des avocats sont à cause de l'inflation réglementaire et législative, hein, c'est pas eux qui ne travaillent pas bien non plus, bien évidemment, mais il y a une telle profusion de textes qu'ils doivent produire des conclusions que les juges ont du mal à lire. Du coup, ils sont assez malheureux, il faut le dire les choses comme elles sont, parce qu'ils rendent des décisions qui sont parfois pas les meilleures qu'ils souhaiteraient rendre, et d'un juge à l'autre, on n'a pas forcément la même décision de justice. Donc si on a pu permettre à nos assurés, aux citoyens, aux justiciables de réendosser une forme de responsabilité dans la gestion du contentieux, c'est quand même mieux. Et ça, il faut pouvoir trouver, pour les personnes âgées ou vulnérables, on va dire plus largement, il faut pouvoir trouver le bon accompagnement et le bon vecteur, le bon repère. Alors, je crois qu'Alain voulait réagir, après Solène, Annie, et on fera qu'on conclue dans 5 minutes. Je vais envoyer une balle au milieu du terrain. On a beaucoup parlé des personnes âgées en tant que telles, l'individu, fragile, etc. Moi, j'ai une question qu'on a soulevée. Il y a plusieurs défis autonomie ici. Aidant, c'est un métier à risque? C'est ça, j'aimerais que vous éclairiez, parce que les seniors ne sont pas forcément tous là, mais dans la salle, on a au moins 50% d'aidants. Donc on a une vraie réponse à leur donner. Aidant, c'est un métier à risque.
Moi, je crois que c'est le cas. Je suis sûr que vous pensez comme moi. Donc c'est les personnes extrêmement exposées. Mais c'est ce point de vue de santé aussi qui me préoccupe beaucoup. C'est les personnes qui parfois s'épuisent. Avant, elles donnent tellement aux personnes aidées que parfois c'est elles qui déclenchent des maladies ou qui meurent avant les personnes accompagnées. Donc c'est un énorme sujet. Et ça, il faut prendre le sujet dès les entreprises. L'aide aux aidants, avec la directive là, sur la conciliation vie privée professionnelle, tous ces sujets qui vont se développer aussi du côté des entreprises. Et puis ensuite, sur le terrain, c'est vrai qu'il faut impérativement... il y a beaucoup d'associations qui sont ici. Il y a aussi la Compagnie des aidants. Il y a plein de personnes qui sensibilisent en entreprise aussi, et pour essayer de prendre en amont et d'accompagner pour éviter aussi des burn-out. Donc, bien sûr que c'est un énorme sujet. Annie, oui, Annie souhaitait réagir. Vous aussi. C'est bien, le débat est engagé. Les questions sont en train d'arriver par les... Oui, après allez-y, comme ça, après on laisse la parole à Annie. Non, par contre, je voulais juste rebondir par rapport aussi à la protection pour terminer sur ce point-là, oui. Parce qu'il y a aussi des professionnels qui sont dans la salle et on peut aussi éviter des risques. Alors notamment, on parlait beaucoup d'informations. Moi, je peux donner deux exemples pour avoir plaidé pendant beaucoup d'années des dossiers de contentieux pour des organismes de prévoyance. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des aménagements qui peuvent être faits dans les contrats pour les adapter, pour qu'ils soient bien clairs et compréhensibles pour des personnes âgées et ou en situation de handicap. Ça éviterait un nombre colossal de contentieux. Donc déjà, on peut aussi travailler sur l'écriture. Et puis sur la formation, un autre point, un chef d'entreprise qui m'a demandé de former des équipes commerciales et poseurs de douche, parce que c'est vrai qu'il y a ce sujet entre l'équilibre à trouver entre l'efficacité commerciale d'un côté et ne pas tomber dans l'abus ou le démarchage ou la vente forcée de l'autre. Et donc avec ce fil de l'éthique qui va faire la différence en sensibilisant les équipes à l'abus de faiblesse, la responsabilité, avec une tolérance zéro, des valeurs qui sont prônées, partagées, rédaction de chartes éthiques, etc. Et je crois que là aussi, on pourrait éviter beaucoup de risques. En tout cas... Alors, juste une micro-question pour vous et Jean-Christophe. Après, Virginie, je laisserai la parole à Annie dans un premier temps. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, alors c'est peut-être complètement idiot ce que je vais dire, mais finalement, comme on peut tous potentiellement avoir besoin d'un accompagnement juridique à un moment ou à un autre, finalement, dans notre vie, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'accusé, pour des choses plus ou moins graves, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, quelque part, de rendre obligatoire, c'est-à-dire par exemple qu'on ait une sorte de contrat juridique qui soit finalement obligatoire pour tous, universel d'une certaine manière. Est-ce que c'est idiot? C'est peut-être idiot, vous allez... Après je vous laisse réagir. Et Annie s'est promis la parole après, je vous la donne, et puis Virginie aussi, pour le mot de conclusion. C'est pour moi la question. Combien d'heures on a? On a 5 minutes, hein, après c'est vrai que cette idée, et je rejoins tout à fait cette idée de désamorcer aussi les litiges, les contentieux. Alors c'est vrai que on pouvait aller un peu plus loin. Je pense que cette idée de conseil juridique qui est quand même que vous pouvez faire, on pourrait le faire aussi en amont, parce que parfois les assurances aussi ne prennent que les procédures judiciaires, mais le plus gros c'est en amont qu'il y a beaucoup de temps qui est passé, et c'est pas que des atteintes aux biens, ça peut être sur l'aspect contractuel, commercial, ça c'est quand même un gros sujet, mais bien sûr qu'il y a c'est un besoin, un enjeu. Et puis, je trouve que cette idée d'accompagner des personnes, ne pas les laisser seules pour faire valoir leurs droits, ça peut être contre un opérateur téléphonique, ou ça peut être contre la voisine, ou ça peut être contre n'importe qui, et que même des entreprises finalement disent ok, on peut accompagner dans une démarche éthique, même pour résoudre des contentieux. Certaines le font, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Merci maître. Jean-Christophe. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'une assurance obligatoire. Ça existe dans certains pays. Il y a aussi, par exemple en Belgique, des avantages fiscaux quand vous souscrivez une assurance de protection juridique. Ce n'est pas la pente qu'a emprunté le législateur en France, et ce n'est pas celle qu'il va emprunter à l'avenir. Donc on reste sur des solutions d'adhésion libre, sachant qu'une assurance habitation, une assurance auto, c'est obligatoire, une assurance de protection juridique, ça n'est pas obligatoire. Donc c'est à vous de vous rapprocher de votre assureur, si c'est un agent de quelque marque que ce soit, ou un courtier,
ou alors à l'intérieur du mutuel, parce que nous assurons aussi des gens, les veuves de l'OCIRP par exemple, pour citer un exemple, passer par les mutuelles à travers les mutuelles. Donc, et là, pour le coup, on est sur des prix extrêmement inférieurs à ceux que je citais tout à l'heure. Pour quelques euros ou quelques dizaines de centimes, parfois, parce qu'on a mutualisé le coût sur un nombre important, on arrive quand même à proposer un service de bonne qualité. Donc, pas en France aujourd'hui, il n'y aura pas d'assurance obligatoire. Maintenant, on participe au financement de l'aide juridictionnelle. Les assureurs de protection juridique payent une taxe pour participer au financement de l'aide juridictionnelle pour les gens qui ont de faibles niveaux de revenus. D'accord. Et puis regardez bien vos contrats, parce que si ça se trouve, vous avez en fait ce que vous disiez tout à l'heure. Annie souhaitait réagir tout à l'heure. Alors, je pense que les personnes victimes de dérives sectaires, d'emprise mentale, ont très peu de protection juridique. Parce que l'emprise, l'aide juridictionnelle, on le constate nous, est très peu, les avocats sont très frileux pour l'accorder. Il y aurait certainement 2 heures ou 3 heures d'explication à me donner. Mais s'il est facile ou plus facile de prouver une arnaque, s'il est plus facile de prouver une fraude, il est beaucoup plus difficile d'amener la preuve que le cerveau d'une personne a été complètement modifié. Et donc, par ailleurs, nous recevons beaucoup de témoignages, de plaintes, mais il y a peu de plaintes au pénal. Il y a peu, alors qu'il y a de vrais gros problèmes. Il y a aussi des morts, il y a des suicides. Mais bon, alors moi, ce que je pense, c'est que l'exécutif, et là, ça n'engage que moi, mais je le pense vraiment, l'exécutif n'est pas conscient de ses responsabilités par rapport à cela. D'abord parce que déjà dans l'environnement gouvernemental, il y a aussi des personnes qui sont affiliées à des mouvements sectaires, et ça nous le savons. Donc ça rend plus calme. Et je pense aussi, c'est pour ça que je pense que la formation, un plan d'information, mais là ça demande du courage, une volonté politique alors tous les acteurs sociaux, et pas nous tous, les gens du métier et les bénévoles comme moi, ceux qui savent en fin de compte, non, il faut vraiment informer d'une manière, mais que ça soit, alors là, il faut que ça soit vraiment obligatoire, qu'il y ait des formes, qu'on prenne conscience que quand vous avez nous, le genre de plainte, alors c'est les familles, hein, parce que bon, quand vous avez des familles qui viennent nous voir parce que un de leurs enfants majeurs, parce qu'en plus il y a une différence, hein, un enfant mineur, c'est une chose, mais un enfant majeur qui part dans une collectivité, dans un mouvement sectaire ou dans une communauté religieuse déviante, le procureur de la République ne prend pas forcément en compte la plainte. Donc, il faut voir les dérives sectaires, c'est une spécificité à part qu'il faudra bien prendre en compte. Voilà. Ou alors, il faut un nouveau temple solaire pour que les gens se rendent compte que c'est important. Ouais. En sachant, Annie, que vous allez avoir une antenne qui devrait s'ouvrir prochainement, parce que vous êtes basé sur Paris, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais vous, en tant qu'adjointe, et on fera vraiment le mot de la fin, et je passerai la parole pour conclure avec Virginie, de la DAC, vous, en tant qu'adjointe au maire de Saint-Étienne, sur ce que vient d'évoquer Annie, puis notamment ce qu'on vient d'évoquer, je vous voyais réagir par moment. Qu'est-ce qu'on peut... Non, par rapport à cela, en tant qu'adjointe au maire, ces problèmes de dérive sectaire, nous n'avons absolument, aucun moyen d'action. Peu d'outils pour ça. Les seules actions qui sont possibles sont individuelles. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui se rende compte ou qui prenne conscience qu'il y a problème, qu'il y ait plainte, et qu'après, on puisse enclencher des procédures. Donc, je dirais que là, on est déjà sur des problèmes lourds, graves.
Nous, au niveau d'une ville, enfin moi en ce qui me concerne, je parle aujourd'hui non pas en tant que responsable des retraités, mais plutôt de la tranquillité publique. Moi, ce que j'ai comme retour, c'est qu'au quotidien, je parle du quotidien là, hein, les personnes, les seniors ont parfois des craintes, des peurs, des appréhensions, comme on le disait au début, tout simplement parce qu'en descendant dans la rue, elles ont la peur de se faire agresser, elles ont la peur de perdre, voilà, ou d'être tout simplement victimes lorsqu'elles prennent de l'argent au distributeur bancaire, que quelqu'un en profite pour pouvoir voir leur numéro de code. Ça paraît très trivial, hein, mais je crois que c'est la préoccupation quotidienne. Et c'est la préoccupation qui fait que certains ont ces fameuses peurs que j'évoquais, et que ces peurs font qu'ils ne sortent plus et qu'on est dans un engrenage absolument négatif puisqu'on s'isole de plus en plus. Donc le but, c'est d'essayer d'informer, et le rôle des aidants, et je rebondis sur ce que disait Alain il y a quelques instants, les aidants sont eux aussi à risque, mais ils ont aussi le risque de se sentir coupables, de ne pas avoir assez informé, de ne pas avoir assez donné des informations. Par exemple, il faut que la personne elle ait un numéro à sa portée, qu'elle ait peut-être sur son téléphone des numéros pré-remplis. Excusez-moi, c'est très pratique et matériel, mais c'est ça qui fait que ça va vous sécuriser, ça va vous rassurer et que vous pourrez quand même être des seniors dynamiques qui osent faire des choses et qui n'ont pas peur. Voilà. Voilà, ça au moins c'est fort, c'est dit. Je vois quelques applaudissements. Virginie, un dernier petit mot très court parce qu'il trépigne d'impatience pour les défis d'or, le coup de cœur. Et surtout, on a les questions de la salle qu'on va traiter très rapidement, je vous promets, parce que je les vois en coulisses, hein, ils sont vraiment pas loin. C'est vraiment une histoire de quelques minutes. Oui, c'est rapide. On a quelques questions. Mais Virginie, vous vouliez dire un petit mot ? Oui, je voulais dire un petit mot en réaction à mon collègue de gauche, qui est que nous rencontrons également des personnes aidantes ou seniors qui ont moins de 3 € par jour pour vivre, donc qui n'ont pas forcément accès au contrat dont vous parliez. Toujours est-il qu'au niveau de l'association ADAC, nous sommes labellisés Point Conseil Budget. Et ce sont donc des lieux ouverts à tous en termes d'accessibilité inconditionnelle et gratuit, qui permet, alors ça a le nom de Point Conseil Budget, mais ça permet d'aborder toute question de la vie quotidienne et de faire justement ce tour d'horizon, peut-être des craintes, des difficultés, et de pouvoir prendre le temps d'en discuter et de pouvoir aider les personnes finalement à se questionner, à se poser les questions et d'identifier leurs réels besoins. Et peut-être aussi de travailler sur l'aspect préventif et amiable avant d'être dans l'instance juridictionnelle. Merci beaucoup. Solène, on va faire les questions, mais je suis sûr qu'il y a ce que vous voulez dire dans les questions. Allez-y. On sera obligé de vous faire revenir l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça. Allez-y pour les questions. Alors, première question, doit-on envisager une protection spécifique des aidants contre les risques juridiques notamment ? Allez, vous avez... faut plancher, là. Alors, effectivement, parce que les aidants, on l'a dit tout à l'heure, rencontrent eux-mêmes, dans l'accompagnement de la personne aidée, un certain nombre de difficultés qui peuvent procéder de la personne aidée elle-même. Il y a des cas d'abus potentiellement. Et puis, elle peut aussi avoir à prendre des décisions pour la personne aidée qui l'expose juridiquement. Quand vous achetez un bien, vous faites construire, vous aménagez le domicile de la personne, vous pouvez avoir des artisans qui n'ont pas forcément bien travaillé et il faut pouvoir agir pour le compte de la personne aidée. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il y a un risque. 11 millions de personnes, il y a forcément des risques pour elles. Et un risque, ça peut se couvrir à travers un certain nombre de dispositifs. L'assurance est un très très bel outil, j'insiste beaucoup, parce que grâce à la mutualisation, on peut couvrir beaucoup de monde à des prix qui sont raisonnables, on va dire, au regard du coût d'une protection, d'une action contentieuse et de frais d'expertise ou d'avocat. Parce que quand il faut faire expertiser quelque chose qui a été une malfaçon ou quelque chose comme ça, ça peut vite coûter très vite 5, 6, 7, 10 000 euros d'expertise judiciaire. Et ça, savoir que ça va être pris en charge, c'est quand même un confort pour l'aidant et donc pour l'aider. Merci. Deuxième question. Alors, 2 questions en une. Est-ce que les sites Internet prennent suffisamment en compte la sécurité des seniors ? Et quelle formation pour assurer la sécurité des seniors en ligne, justement ? Ah, on vous colle, là. Bon, les sites Internet.
Vous pouvez répéter la phrase, on entend assez mal sur scène. Ah oui, pardon. Quelle formation pour assurer la sécurité des seniors en ligne? Quelle formation pour assurer la sécurité des seniors en ligne? Et est-ce que la première question, mais j'imagine que la réponse est non, est-ce que Internet est suffisamment sécurisé pour nos seniors? Quand on voit nos enfants ce qu'ils peuvent regarder, j'imagine que non. Oui, c'est une question de sensibilisation à l'utilisation du numérique et du digital. On en revient à la formation, on en revient toujours informer, informer, informer. Et je crois qu'il existe, pardon, excusez-moi, il existe des lieux dans les villes où justement, et je crois même que parfois au niveau des caisses de retraite, enfin je ne veux pas me prononcer sur des choses que je ne connais pas très bien, mais il existe des lieux où on peut aller en tant que retraité ou senior, se former à la manipulation de l'ordinateur, savoir au moins les bases. Alors, après, dès qu'on veut aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus élaboré et compliqué. C'est vrai qu'il faut apprendre, par exemple, à n'aller que sur des sites sécurisés. Si on doit un jour payer par Internet, si on se lance là-dessus, il ne faut pas y aller sans au moins savoir les prémices de ce qu'il faut ne pas faire. Et puis et ça, c'est important. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que l'on est senior qu'on va être qu'on va plus facilement tomber dans les mailles du filet liées à un site internet. C'est tout un chacun qui est face à ce risque-là. Mais c'est vrai que cette question de cybersécurité est extrêmement importante là, pour les professionnels. C'est un point crucial de protection, justement, de bunkériser les informations. Bon, parce qu'évidemment, les mauvais comportements peuvent donner lieu à du piratage. On le voit même dans le secteur du soin. C'est extrêmement... Là aussi, c'est une cible privilégiée parce que c'est des données qui se revendent. Bref, donc c'est un vrai sujet. Et puis après, derrière, évidemment, il peut y avoir des condamnations pour les professionnels. Donc, il faut faire très, très attention. Et je crois que c'est valable pour toutes les populations. Dans les mairies, je crois, parce qu'il y a des centres de partage, comme vous l'avez très bien dit, très importants.